Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à Entretien. Cette semaine, je vous propose une rencontre avec le directeur général de la coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides, Patrick Duguay. Natif de Saint-Hyacinthe, Patrick Duguay étudie en théologie et en travail social. Il travaille d'abord comme animateur de pastoral avant de devenir, en 2002, le directeur de la coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides. En 2007, il devient l'un des principaux artisans de la nouvelle laiterie de l'Outaouais. Patrick Duguay, évidemment, on vous connaît comme le directeur général de la c'est drôle, si on veut, la coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides. Vous êtes donc un acteur important, un acteur économique important de la région. J'aimerais qu'avant qu'on commence l'entrevue, parce que le but, c'est de vous connaître, vous, mais qu'on définisse un petit peu le rôle de la coopérative de développement. La coopérative de développement régional, c'est d'abord une coopérative qui regroupe des coopératives. Alors, on est né en 1973. On est la première coopérative qui a réuni les coops sur une base territoriale. Alors, d'abord dans la région de l'Outaouais, ça s'appelait le Conseil des coopératives de l'Outaouais. Et depuis 2000, on a commencé à intervenir plus sur le territoire des Laurentides aussi. Alors, une coopérative de développement régional, c'est quoi? Bien, c'est des coopératives qui s'associent pour concrétiser leur engagement coop, notamment au niveau de l'éducation et de la promotion coopérative, au niveau de l'intercoopération et de l'engagement dans leur milieu. Alors, on est un outil pour les coopératives pour rayonner sur le territoire et essayer de soutenir les communautés qui souhaitent entreprendre des projets collectivement. Dans la mini-biographie au début de l'émission, on disait que vous étiez natif de Saint-Hyacinthe, mais vous êtes déménagé très tôt en Outaouais. Vous vous définissez plus comme un gars de Touraine, l'ancienne ville de Touraine. Effectivement. Moi, je suis arrivé en Outaouais, j'avais 5 ans. En commençant ma maternelle, alors à l'école Riviera, dans le quartier Touraine, où ma famille est déménagée, où on a été très engagés, très actifs dans notre milieu. Je dirais que là-dessus, je marche tout à fait dans les traces de mes parents. Et vos parents, justement, vous aviez un frère, une sœur, donc 3 enfants. Vos parents, quelles étaient les traces? Quel héritage ils vous ont donné, justement? Bien, je pense que l'engagement dans leur milieu, ça les a toujours caractérisés. Moi, d'aussi loin que je me souvienne, à l'époque, on était engagés, mes parents étaient très actifs au niveau de la paroisse Saint-Mathieu, qui était une communauté assez particulière où il y avait vraiment une vie d'entraide et de solidarité. Je me rappellerai toujours, ma mère avait été opérée pour une hernie discale. Et pour moi, un des souvenirs importants, c'est tous les voisins, mais les gens de la communauté qui venaient porter de la nourriture à la maison. Parce que mon père travaillait, on était 3 jeunes enfants. Alors, cette solidarité-là, moi, ça m'a marqué énormément. Alors, mes parents ont milité à l'intérieur de la paroisse, mais dans toutes sortes de projets pour les jeunes, des projets pour appuyer les familles. Alors, c'était des gens extrêmement actifs, puis ils le sont encore aujourd'hui. Vous parliez justement là, de la paroisse. Vous avez entrepris des études en théologie. Est-ce que c'est un petit peu là, le bagage qui vient de la famille qui vous a orienté vers la théologie? Oui, tout à fait. Et des concours de circonstances. En fait, quand j'ai commencé l'université en théologie, j'étais à Québec, à l'Université Laval. La famille a fait quelques années à Québec. Et on m'avait offert un emploi comme animateur de pastoral auprès des jeunes à la paroisse Ancienne-Lorette. Mais pour ça, ça prenait une maîtrise en théologie pour avoir un mandat de l'évêque. Mais on m'avait dit, si tu t'inscris au bac, ben on va te permettre d'occuper cette fonction-là. Alors, j'ai fait ça et pour mon plus grand bonheur, je dirais que c'est une de mes formations universitaires les plus pertinentes parce que ça m'a appris à réfléchir, ça m'a appris à organiser ma pensée. Et moi, j'ai toujours fait mes études en fonction de répondre aux questions que je me posais. Et quand, il n'y a pas longtemps, je faisais le ménage dans les boîtes de cette époque-là, et je remarquais que mes travaux en théologie portaient tous sur le même sujet.
pourquoi il y a de la misère, pourquoi il y a des injustices, et comment on peut parler de Dieu qui nous aime dans un contexte comme celui-là. Alors pour moi, cette question des inégalités sociales, ça a toujours été pas mal une de mes principales préoccupations. Et dans vos travaux, est-ce que vous avez trouvé une réponse à cette question-là, Patrick Duguay? En fait, j'ai trouvé une partie de réponse et j'ai surtout trouvé la réponse qu'on ne pouvait pas blâmer Dieu pour ça. Et à l'époque, j'avais un peu redécouvert que souvent, c'est nous-mêmes, comme êtres humains, qui nous mettons dans des situations difficiles où on se place dans une position où on est le propre artisan de notre malheur. Alors, ça a consacré une bifurcation de ma formation, puisqu'après, je suis allé étudier au bac en psychologie, alors que j'ai commencé à l'Université d'Ottawa, que j'ai poursuivi 1 an à l'Université du Québec à Trois-Rivières, et finalement que j'ai terminé à l'Université de Montréal. Oh, justement, 5 universités, pas de programme vraiment terminé. Donc, vous commencez des programmes et vous prenez ce dont vous avez besoin, vous n'allez pas jusqu'au bout. C'est un petit peu comme ça que vous voulez définir votre formation, si on veut? Effectivement. Moi, je me suis formé, j'ai, je ne sais pas, une dizaine d'années universitaires. Et tout au long de ces études-là, je cherchais à répondre à des questions. Alors, à partir du moment où j'avais ma réponse, j'avais beaucoup de difficultés à maintenir un intérêt. Et donc, je suis passé d'une à l'autre comme ça. On a fini par me reconnaître un bac en sciences de l'Université de Montréal avec une spécialisation en psychologie. Et ensuite, j'ai fait un mineur en travail social à l'Université du Québec en Outaouais. Et c'est là que commence mon aventure dans le beau monde de l'économie sociale. Mais avant qu'on aille en économie sociale, si vous permettez, j'aimerais qu'on aille dans le travail de pastoral, d'animateur de pastoral dans la rue. Vous avez vu là beaucoup de misère, je pense, auprès des jeunes. Effectivement. Je pense que ça a été dans les grandes préoccupations de voir... l'adolescence, c'est un moment difficile, je pense. Et tant qu'à moi, il est de plus en plus difficile. On avait, en tout cas, ma famille, on avait la chance de pouvoir compter sur une mère à la maison qui travaillait un peu, mais qui était, on disait, elle n'avait pas de travail parce qu'elle avait trop d'ouvrages. Elle travaillait trop, oui. Et donc, très présente, et un père aussi très présent. Aujourd'hui, les contextes sont plus les mêmes. Et je vois les jeunes, donc, souvent laissés à eux-mêmes. Les parents désemparés devant les problématiques auxquelles les jeunes font face. Et ça, pour moi, ça a été assez marquant. J'ai été amené donc à intervenir au niveau pastoral, mais on n'était pas en réflexion religieuse plutôt. On était en appui à une quête de sens, à une découverte de soi puis de son identité chez les jeunes. Il y a des périodes comme ça où... on dirait que les jeunes, non seulement ils ont les bras trop longs pour leur corps, mais ils ne savent pas trop qui ils sont, qu'est-ce qui est bon pour eux, comment se positionner par rapport à leurs amis. Alors, on était plus dans cette perspective-là que dans une perspective religieuse. Et quelques années plus tard, vous vous retrouvez à Trois-Rivières, vous travaillez, vous partez des projets là, pour aider les jeunes adultes à se trouver de l'emploi, si ma mémoire est bonne. Et à ce moment-là, vous avez décidé que la pauvreté était devenue votre ennemi numéro 1. Effectivement. Je suis allé travailler, entre autres, dans les centres jeunesse, qui est l'organisme public là, qui permet d'accueillir, d'héberger des jeunes en difficulté ou des jeunes contrevenants. Et c'est beaucoup autour de ça que j'ai constaté que malgré les efforts bien intéressants qu'on pouvait faire avec eux, lorsqu'on les retournait dans leur milieu, bien, c'est leur condition sociale, et pas la pauvreté ou la richesse uniquement, mais un milieu qui est accueillant, des parents ou un environnement qui est propice au développement. Les conditions sociales avaient un rôle extrêmement important et ils venaient souvent contrecarrer tous les efforts qu'on avait faits. Alors, à partir de ce moment-là, je me suis dit, si je veux intervenir à partir de ma préoccupation pour l'injustice, le mal, la misère, si je veux intervenir au plus près des causes, bien, je dois intervenir au plan collectif sur
les conditions dans lesquelles on vit. D'où la décision d'aller étudier en développement régional. Et quand vous avez terminé ou quand vous avez suivi vos cours de maîtrise, vous vous retrouvez, quel a été votre premier emploi là, dans le domaine du développement régional? Mon premier emploi, ça a été ici, à Buckingham. J'ai fait un stage propédeutique là, pour prendre l'ensemble de mes années universitaires puis de cadrer ça en développement local et régional. On m'avait demandé de faire un petit stage de 3 mois. Alors, je suis arrivé ici à Buckingham au mois d'août et quand j'ai eu terminé mon stage, on était à la Corporation de développement communautaire Rond-Point et le projet qui était sur la table depuis plusieurs années, ça s'appelait le projet de relance économique et sociale de quartier à Buckingham. Et au bout de mon stage, j'étais le seul à travailler là-dessus et on avait réussi à ramasser du financement. Et on m'a offert de devenir le coordonnateur de ce projet-là, puis le directeur général, parce que l'année qui a suivi, on a incorporé le projet comme une coopérative. Et c'est une expérience qui a duré, quoi, 8 ans, je pense? Peut-être 6 ans. Ça a été une expérience extrêmement intense. On a pu embaucher une petite équipe et on était des rêveurs, hein. D'ailleurs, je le suis encore, à la différence que je travaille beaucoup pour réaliser mes rêves, réaliser mon idéal. Alors, on avait embauché un groupe, pas mal des jeunes professionnels, et on avait mené une étude de besoins. Et on faisait des assemblées de cuisine, on se promenait dans la rue, on a déjà ramassé un chien pour demander une entrevue avec la madame, juste essayer de connaître mieux de l'intérieur quelles étaient les problématiques et les besoins des personnes et qu'est-ce qui leur donnait confiance dans leur milieu. Alors, on a rencontré une centaine de citoyens individuellement ou en petits groupes et ça nous a donné un portrait, je dirais, assez intéressant de la communauté, mais surtout d'une communauté qui est quand même tissée serrée et où les gens avaient une fierté, malgré une pauvreté qui est importante dans le secteur qu'on appelait le 712, le secteur de recensement qui comprend le centre-ville et les quartiers autour. Alors, si vous permettez, on va prendre une pause et on revient de l'autre côté. Merci. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire, il y a des amputés de guerre. Je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. TVC Basse-Lièvre, une télévision qui vous ressemble et qui nous rassemble depuis 40 ans. Le séminaire des amputés de guerre, on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands prennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe désignée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'Association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi. On est de retour à Entretien pour continuer cette discussion avec Patrick Duguay. Patrick Duguay, juste avant la pause, on parlait du Presque, là, le programme ici dans le secteur Buckingham. Une de vos grandes batailles, ça s'est passé alors que la compagnie Rodier International, une compagnie française, a décidé de cesser les opérations à l'usine Albright et Wilson. Vous vouliez que la compagnie cède le terrain à la communauté. Une bataille que vous avez livrée, une bataille qui a été féroce, que vous n'avez pas remportée finalement. Effectivement. Puis je dirais que ça a été un des moments, je pense, où je prenais de plus en plus conscience de l'importance de se réapproprier les leviers économiques. Cette multinationale-là, extrêmement riche, avait envoyé son PDG pour venir annoncer la fermeture de l'usine Albright et Wilson. Et je me rappellerai toujours
La conférence de presse, cet homme-là avait dit, pour vous rassurer, inquiétez-vous pas, aucun facteur social n'a été pris en compte dans notre décision. C'est purement une décision d'affaires. Et moi, je m'étais insurgé contre ça, en disant justement, il est là le problème. Vous aviez une usine qui était rentable, vous aviez la possibilité d'y investir, mais vous n'avez pas pris en compte aucunement les facteurs sociaux, les facteurs humains, le fait que vous mettiez 300 personnes à la rue dans le secteur Buckingham. Alors, pour moi, c'était déjà le début de ce qui allait me conduire toujours plus profondément à explorer comment les outils économiques devaient être au service de notre communauté. Et c'est ce qui a fait, entre autres, cette expérience-là, que vous avez été plusieurs années plus tard, quelques années plus tard, en fait, en 2008 ou 2009, si ma mémoire est bonne, parmi ceux qui ont décidé là, de s'approprier de la laiterie Château, d'en faire quelque chose quand même de l'Outaouais. Tout à fait. Et c'est sur la même préoccupation, parce que encore à l'époque, quand on a reçu la nouvelle que Nutrinor souhaitait fermer la laiterie Château, assez rapidement, on est quelques-uns à s'être appelés. Et à avoir dit, il y avait Denis Bureau, notamment au CLD Gatineau, avec Maxime, Penneau-Jobin. Et on se disait, encore une fois, on assiste à la fermeture d'une usine en disant, c'est la fatalité, c'est le marché qui veut ça, c'est l'économie mondialisée. Et quand j'ai commencé à ramasser des gens autour du projet, on a fait une conférence de presse. Et je me rappellerai toujours que les gens disaient, c'est cute, là, comme volonté, mais ça ne marchera pas, là. Des usines, il ne s'en est pas construit depuis plus de 50 ans. Alors, on ne va pas commencer ça ici, c'est pas rentable et tout ça. Mais encore une fois, c'était uniquement les préjugés, les impressions et cette espèce de fatalisme qui dit le marché, il contrôle tout. Alors, on a fait la démonstration. Ça a pris 4 ans. Ça a été énormément de travail. Mais ça a été extrêmement stimulant de mobiliser les citoyens. Je dirais, le travail qu'on a principalement fait, c'est de construire le marché régional à partir d'un produit qui venait alimenter notre sentiment d'appartenance, notre sentiment de fierté à l'Outaouais. Je pense qu'encore aujourd'hui, c'est un des symboles de l'Outaouais que la laiterie de l'Outaouais maintenant. Mais quel bel exemple, parce que non seulement vous aviez tous ces préjugés-là, mais aussi pas de laiterie, comme vous le disiez tantôt, qui s'était bâtie depuis de nombreuses années, donc des nouveaux critères que vous avez dû créer, les gens de la coop. Un succès, satisfait du succès de la laiterie finalement? Ah, tout à fait. Au plan commercial, à la base, ça a été difficile parce qu'on a souhaité acheter l'ancienne laiterie, mais ceux qui avaient acheté la marque Château pour la fermer se sont assurés qu'on n'ait pas accès à cet édifice-là qui a été rasé, qui est un terrain vague actuellement. Mais ils nous ont rendu service parce que, à cause de cette décision-là, plutôt que d'avoir une vieille usine qui avait beaucoup de lacunes, on a une usine toute neuve, avec un système qui a été choisi par les dirigeants de la laiterie de l'Outaouais et qui assure une production de lait d'une grande qualité. Alors, premièrement, le produit comme tel, à cause de la façon dont on le fait, à cause de la proximité, mais il offre plusieurs avantages. Notamment, on fait une pasteurisation traditionnelle. Donc, le lait est plus vivant. Il n'est pas microfiltré 800 fois, là. En enlevant tout ce que le lait comporte de bon pour nous aussi. Et donc, on a cette possibilité-là d'avoir gardé notre lait de cette grande qualité. Un autre élément qui a été extrêmement important, c'est le facteur de la proximité. Ce qu'on perdait avec le nouvel arrangement dans le milieu laitier, c'est que le lait était ramassé en Outaouais. On a des producteurs laitiers. Le lait était transporté dans la région de Montréal, sur la rive sud, pour être transformé, et il nous était renvoyé. Ça créait 70 000 kilomètres de camionnage inutile. Hein? Le lait, c'est 80 % de l'eau.
Alors, le lait était envoyé, puis nous était retourné, et on était devenu uniquement un marché, plutôt que d'être une région productrice. Et ça, ça jouait énormément. À la laiterie de l'Outaouais, on est garanti d'avoir du lait frais. Il y a une règle à la Fédération des producteurs de lait du Québec qui fait que lorsque le lait est ramassé dans les fermes, il doit être livré à l'usine la plus proche. Alors, quand on fait nos commandes, ben, on est garanti que le lait provient de notre région. On est une des rares laiteries qui est capable d'affirmer que souvent, le lait est dans le pied de la vache le soir, puis va être sur la tablette 24 heures plus tard. Alors, sur la fraîcheur du produit, c'est vraiment quelque chose de particulier. Puis, le troisième élément, je dirais, qui a été majeur, et c'est Normand Bourgault, qui est professeur en marketing à l'Université du Québec en Outaouais et qui est un spécialiste reconnu de la mise en marché des produits régionaux, disait le plus grand facteur d'amélioration de la qualité, bien, c'est le fait que sur notre étiquette, ce qu'on voit en gros, c'est le nom Outaouais. Et donc, l'appartenance à notre région, les gens déjà vont goûter le lait puis vont trouver qu'il est meilleur. Mais il l'est dans les faits. Vous êtes reconnu, et vous vous définissez vous-même comme un travailleur acharné. Vous n'avez pas d'enfants, mais vous avez des enfants autour de vous. Depuis que vous avez 24 ans, donc 20 ans déjà, vous avez été diagnostiqué comme souffrant de sclérose en plaques, une maladie qui est souffrante, maladie dégénérative. Comment vous réussissez, malgré cette maladie-là, là, à mettre autant d'heures de travail? Parce que vous nous dites que vous ne pouvez pas travailler plus que 12 heures par jour. Exact. Ce qui est déjà énorme. Comment on compose avec une maladie comme celle-là? Bien, en fait, je pense que quand j'avais 24 ans, donc j'ai été diagnostiqué, mon médecin neurologue était à Hull, et dans le trajet qui m'amenait de Hull à Buckingham pour venir travailler au Presque, je me suis fait à l'idée qu'à partir de là, j'aurais le choix. Soit que la maladie allait contrôler ma vie, ou soit que j'allais essayer de faire le plus que je pouvais. Alors, j'ai choisi de vivre comme j'avais toujours vécu, intensément, en m'engageant, bien entouré par des amis à profusion, par une famille extrêmement tissée serrée. Et donc, moi, je pense que c'est ça qui m'a gardé vivant. Je suis aussi chanceux parce que lorsqu'on est diagnostiqué de la sclérose en plaques jeune, dans la vingtaine ou même avant, ben, généralement, c'est la forme que moi j'ai, qu'on appelle poussée-rémission, alors, ou rémitante. Donc, j'ai des poussées de sclérose en plaques. Ça disparaît ça prend quelques semaines à disparaître. J'ai des pertes à ce moment-là. J'ai plus de sensibilité dans mes pieds, dans une partie de mon côté gauche. Mais on arrive à vivre avec ça. Est-ce que j'aurais pu passer toute ma vie à me concentrer sur la fatigue, la sclérose en plaques, les petites douleurs que ça occasionne? Je pense pas que je serais passé à travers. Le moral joue pour beaucoup et je pense que j'ai un excellent moral. Vous nous aviez dit, comme j'ai mentionné tantôt, vous n'avez pas vos propres enfants, mais vous êtes quand même entouré d'enfants et vous ne pouvez pas imaginer votre vie ou la vie de quelqu'un sans qu'il y ait des enfants autour d'eux. Effectivement. Moi, j'ai toujours une question qu'on se pose dans notre vie. Est-ce qu'on veut fonder une famille? J'ai souvent eu ces envies-là. Mais fonder une famille, ça ne se fait pas seul. Il faut rencontrer la bonne personne. Je pense que j'ai eu ces occasions-là à plusieurs reprises, mais les circonstances ont fait que ça n'a pas été possible. Mais il reste que je suis entouré d'enfants dont je suis très proche. J'ai 5 neveux et je participe activement à la vie des 5, à toutes sortes d'étapes de leur vie. Je suis présent et ils sont présents dans ma vie. J'ai aussi 3 belles filles, 3 petites Sénégalaises qui sont arrivées il y a 4 ans au Québec. Je suis ami avec leur mère et je suis tombé amoureux de ces filles-là. Alors ici, pour l'école ou tout ça, je suis le tuteur. Donc quand il y en a une qui est malade, quand mon bijou, là, qui a 11 ans, est malade, bien,
L'école m'appelle si la mère ne répond pas, et c'est moi qui vais la chercher. Alors ça, pour moi, être entouré comme ça, j'ai aussi 2 filleuls et la belle Léonie qui habite ici à Buckingham, une superbe petite fille pleine de vie. Alors moi, ces gens-là, ces enfants-là autour de moi, bien, ça me remplit de joie. C'est des personnes que je porte et quand je pose mes différents gestes, bien, souvent je le fais pour eux. Hein? Je le fais pour leur partager mon goût de la vie, ma joie de vivre, partager ce qui me donne espoir aussi. Vous nous dites que l'Outaouais, c'est votre région, mais vous avez un faible pour Barcelone qui est entré dans votre vie il y a quelques années. Vous vous apprêtez d'ailleurs à faire votre 9e voyage vers Barcelone. Oui, puis c'est étrange. Hein? Ma connaissance de Barcelone est très liée à Buckingham, puisque quand j'étais au Presque en 96, je crois, 96-97, on a eu la visite d'une délégation catalane, du gouvernement catalan. Et il y avait vu des corporations un peu comme la nôtre, mais à Montréal, des grandes avec une quarantaine d'employés. Mais c'est la nôtre qui ont choisi. Parce qu'on a eu un petit repas avec eux autres. Puis moi, je pense que j'ai appris la veille qu'il y avait une occasion de venir ici. Alors, je les ai reçus. On avait tous un beau repas de shawarma enroulé dans le papier. Je ne savais pas qui je recevais, mais finalement, je recevais le directeur général du département du bien-être social du gouvernement catalan. Je recevais son proche conseiller, je recevais le directeur général de l'ensemble des logements collectifs de la Catalogne, et on parlait à l'époque de 72 000 logements. Je ne m'attendais pas à ça, mais cette rencontre-là a ouvert des portes. Il y a eu une première délégation de Buckingham à Barcelone. Et l'aventure se poursuit pour une 9e fois pour vous. Patrick Duguay, merci infiniment du temps que vous nous avez consacré. Bonne continuité, bonne santé surtout. Alors, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Entretien. Bonne fin de soirée sur nos ondes.